Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on s'attaque à une évolution sociologique franchement fascinante, le passage de la bonne vieille famille nucléaire traditionnelle à de toutes nouvelles configurations familiales. On va se concentrer sur l'homoparentalité. C'est un sujet qui est sur toutes les lèvres, au croisement de la sociologie, du droit et de la politique. L'idée ici, c'est de comprendre ce bouleversement majeur de façon totalement factuelle, en s'appuyant directement sur ce que nous disent les chercheurs en sciences sociales. Au programme d'aujourd'hui, on a 4 grandes étapes. 1. Au-delà de la biologie. 2. Une vie familiale épanouie. 3. Le poids des stigmates. Et enfin, 4. Loi contre réalité sociale. Allez, on plonge tout de suite dans le vif du sujet avec notre première partie, au-delà de la biologie. Pendant très longtemps, pour définir une famille, on se basait presque exclusivement sur la génétique. Mais à la fin des années 90, il y a eu un vrai séisme dans le monde de la sociologie. Le lien de filiation biologique exclusif a été remis en question. En gros, on a compris que les parents d'un enfant ne sont pas forcément ses géniteurs. C'est là qu'émerge un concept super important, la parenté sociale. C'est une toute nouvelle façon de faire famille, où la volonté, l'amour et le projet de vie commun prennent le pas sur la simple biologie. C'est un changement de paradigme absolument fondamental. Et ce qu'il faut bien garder en tête, c'est que l'homoparentalité, ça ne sort pas de nulle part. Ça s'inscrit dans un mouvement beaucoup plus large de diversification des familles. On a toujours la famille nucléaire classique, bien sûr, mais à côté, le paysage a complètement changé. On a les familles monoparentales, les familles recomposées, et les familles homoparentales s'intègrent tout naturellement là-dedans. Sauf qu'elles doivent souvent affronter des parcours du combattant assez spécifiques, notamment avec les démarches hyper complexes de l'adoption ou de la procréation médicalement assistée. Évidemment, ce changement ne s'est pas fait tout seul, en silence, dans les salons. Les associations militantes ont vraiment joué le rôle de moteur. Prenez la PGL, par exemple, créée dès 1986. En l'espace de 20 ans, leur nombre d'adhérents a littéralement explosé. C'est cette force d'action collective qui a réussi à imposer le sujet dans le débat public. On s'en souvient, ça a été un vrai tournant lors de la campagne présidentielle de 2007 en France. Les associations LGBT ont même publié un livre blanc pour faire avancer les droits des minorités et montrer une réalité simple. Ce sont des parents responsables, à fond dans le bien-être de leurs enfants. Ce qui nous amène directement à notre deuxième partie, une vie familiale épanouie, quand on regarde à l'intérieur du foyer. Alors, ce qui est vraiment frappant sur cette diapo, c'est la conclusion d'Éric Fauger, professeur à l'UQAM. Les données de terrain sont ultra claires. L'orientation sexuelle des parents ne change absolument rien à leur capacité à élever un enfant. Il n'y a aucun impact négatif sur le développement de l'enfant, que ce soit sur le plan cognitif ou émotionnel. En fait, les chercheurs constatent qu'il y a infiniment plus de ressemblances que de différences entre les enfants élevés par des parents de même sexe et ceux issus de familles hétéroparentales. Et ces ressemblances, on les retrouve vraiment dans le concret du quotidien. Finalement, les aspirations sont exactement les mêmes pour tout le monde. Hétéro ou homo, la dynamique reste la même. On veut créer un couple solide, on ressent ce désir profond d'avoir un enfant, on galère tous à trouver le bon équilibre entre le boulot et la maison, et parfois, on traverse les mêmes épreuves, comme la séparation ou les défis des familles recomposées. Dans l'intimité, la vie de famille, c'est la vie de famille. Cela dit, les chercheurs ont quand même relevé une différence notable, et c'est plutôt une excellente nouvelle. Dans les foyers homoparentaux, on observe que le partage des tâches ménagères et éducatives est souvent beaucoup plus équitable. Et attention, ce n'est pas juste un détail d'organisation. Pour les psychologues, c'est un véritable facteur de protection pour l'enfant. Pourquoi ? Parce qu'une charge mentale bien répartie, c'est beaucoup moins de stress au quotidien et donc un environnement beaucoup plus zen pour grandir. On passe à la troisième partie et c'est là que les choses se corsent. Le poids des stigmates. Parce que oui, le problème, c'est quand on sort de ce fameux cocon familial. Pour comprendre le choc entre l'espace privé, qui est hyper protecteur, et l'espace public, il faut regarder du côté de la théorie de l'étiquetage modifié proposée par Link et Phelan en 2001. En gros, ça nous dit quoi ? Ça explique que la stigmatisation s'active quand on se rend compte que la société colle des stéréotypes négatifs sur notre différence. Les parents homosexuels ne rentrent pas dans la case hétéronormative classique, donc dès qu'ils mettent le nez dehors, ils se heurtent à ces préjugés, ce qui crée inévitablement un gros sentiment de malaise et d'inconfort. Et pour vous donner une idée de l'ampleur du sujet, jetons un œil aux chiffres. En 2021, on comptait en France plus de 3 millions de personnes s'identifiant comme homosexuelles ou bisexuelles. C'est une part massive de la population. On n'est pas du tout sur un phénomène à la marge, on parle d'une véritable réalité démographique à l'échelle du pays. Et parmi toutes ces personnes, les estimations nous disent qu'entre 200 000 et 300 000 enfants grandissent aujourd'hui avec au moins un parent homosexuel. C'est un chiffre à garder en tête. Ça veut dire qu'on a des centaines de milliers de familles qui se prennent de plein fouet, tous les jours, ce décalage entre l'amour qu'ils vivent chez eux et les jugements du monde extérieur. Sauf que parfois, les jugements ne s'arrêtent pas à de simples regards en biais.
Les statistiques du ministère de l'Intérieur montrent une réalité assez glaçante. Entre 2018 et 2019, les violences homophobes et transphobes ont bondi de 36%. On est passé de 1380 à 1870 victimes en seulement un an. Et quand on décortique ces chiffres, on voit que 33% sont des injures, mais que 28% sont des violences physiques ou sexuelles. Donc oui, les stéréotypes finissent souvent par se transformer en violence pure et dure. Le point crucial à retenir ici, c'est l'accumulation folle des obstacles pour ses parents. Déjà, il y a le coming out, puis le casse-tête médical et administratif pour avoir un enfant. Les études montrent d'ailleurs que pour les hommes, le parcours pour devenir père est encore plus semé d'embûches. Ensuite, il y a ce qu'on appelle l'homophobie intériorisée. Selon une étude de 2013, c'est directement lié à des taux élevés de dépression. Et par-dessus tout ça, il y a ces phrases toutes faites qu'on entend encore partout, genre « un enfant a absolument besoin d'un papa et d'une maman ». Ça a l'air de rien, mais ça remet constamment en question la légitimité même de leur famille. Pour rendre ça super concret, parlons d'une situation qu'on connaît tous, la rentrée scolaire. Dès les premiers jours, il y a un moment d'angoisse presque systématique pour ces familles, remplir la fiche de renseignement. Vous savez, celle avec les petites cases bien rigides, nom du père et nom de la mère. C'est un détail administratif certes, mais c'est un rappel fulgurant pour les enfants et les parents qui ne rentrent pas dans les cases de la société. C'est une micro-agression qui ravive constamment ce sentiment de décalage. Et à l'école, ça ne se limite malheureusement pas au formulaire papier. L'étiquetage, les enfants le ressentent toute l'année, que ce soit lors des réunions parents-prof ou juste en discutant dans la cour de récré. Les regards pèsent lourd. Malgré les efforts et les recommandations de l'Éducation nationale, les études nous montrent qu'entre 2,6% et 15% des jeunes LGBT font encore face à des discriminations ou carrément à du harcèlement scolaire. Ce qui nous amène à notre quatrième et dernière partie, la loi contre la réalité sociale. Si on regarde le côté juridique, il faut avouer que la France a avancé à une vitesse impressionnante ces 20 dernières années. On a d'abord eu le PACS, en 1999, qui a été une première vraie reconnaissance légale. Puis, 2013, le grand tournant avec le mariage pour tous. Et très récemment, l'ouverture de la PMA aux couples de femmes, qui est encore une étape gigantesque dans la reconnaissance légale de ces nouveaux modèles de famille. Et ça illustre parfaitement la grande conclusion sociologique de notre décryptage. On est en train de vivre un basculement complet de la notion même de famille. On passe de l'idée de l'enfant génétique, issu du lien du sang, à l'enfant voulu et social. C'est le projet d'amour qui prime. D'ailleurs, pour certains sociologues, le fait de s'affranchir de la stricte biologie comme seule définition de la famille, c'est ni plus ni moins que le début de la fin de certaines logiques historiques de domination masculine. Alors, pour terminer ce décryptage, on est obligé de se poser cette grande question. On l'a vu, la loi avance vite, c'est indéniable. Mais l'acceptation sociale, celle qui se passe dans la rue, à l'école, dans le regard des autres, elle prend beaucoup plus de temps. Le grand écart entre les droits sur le papier et les discriminations dans la vraie vie est toujours là. La question qu'on vous laisse, c'est est-ce que les lois vont finir par effacer complètement ces stigmates et est-ce que la tolérance de notre société réussira à rattraper le rythme de la justice ? C'est sûrement l'un des plus grands défis de ces prochaines décennies. Merci à tous d'avoir suivi cette analyse.